Jansa 5, c'est Mahasa Sam, Sens 1. La robe orange de l'émission a été un tel succès, vous savez. Mais j'ai l'impression qu'après le COVID, vous savez, on a vraiment besoin de couleurs vives. Et j'aime que tout le monde porte des couleurs vives. J'aime les regarder moi-même. Alors je me suis dit que je n'avais pas beaucoup dans mon placard. Alors je les ai cherchés au fur et à mesure des émissions. Oui, 1967, Tina Louise était l'un des visages les plus reconnaissables de la télévision. Puis elle a disparu. Ses co-stars de Gilligan's Island se demandaient ce qui s'était passé. Les producteurs l'ont qualifiée de difficile. Mais la vérité était différente. Elle fuyait quelque chose depuis l'âge de 6 ans. Quelque chose qui s'est passé dans un internat les jours de visite. Quelque chose à propos des chaises vides et des dimanches silencieux. À 90 ans, elle brise le silence. Et la raison pour laquelle elle est partie changera la façon dont vous voyez chaque célébrité. Tina Louise est née le 11 février 1934 à New York. Son nom de naissance était Tina Blacker. Son père, Joseph, possédait un magasin de bonbons à Brooklyn. Sa mère, Sylvia Horn, n'avait que 18 ans et travaillait déjà comme mannequin. Dès le début, Tina a vécu entre deux mondes très différents. L'un était doux et stable, comme le magasin de bonbons. L'autre était rapide, flashy et plein de lumière vive, le monde de la mode. Ce contraste allait façonner toute sa vie. Mais les choses ne sont pas restées stables longtemps. Quand Tina avait seulement 4 ans, ses parents ont divorcé. C'était la fin des années 1930, une époque où le divorce était fortement stigmatisé. Après cela, la vie de Tina est devenue instable. Elle a déménagé d'une maison de parents à une autre. Parfois, elle était placée dans des internats. Son père était occupé avec le magasin de bonbons et sa mère courait après des emplois de mannequin. Tina n'est jamais restée assez longtemps au même endroit pour se sentir installée. Chunk 2. La maison est devenue une cible mouvante et l'amour est devenu quelque chose qu'elle regardait les autres enfants recevoir. Sa mère s'est remariée plus d'une fois. Avec chaque nouveau mari est venu un nouveau beau-père et Tina a été remaniée. Parfois, elle devait quitter une maison sans prévenir. Elle a dit un jour qu'elle se sentait comme un bagage transporté mais jamais vraiment vu. Ces changements constants ne lui apportaient aucun réconfort. Au lieu de cela, ils ont approfondi le trou que l'absence de son père et l'imprévisibilité de sa mère avaient déjà laissé. Personne ne lui a demandé ce qu'elle voulait. Personne n'est resté assez longtemps pour le découvrir. À 6 ans, elle a été envoyée à l'Ardsley School for Girls, un internat dans le nord de l'État de New York. L'école était stricte. Les effets personnels n'étaient pas autorisés. Les règles étaient partout. Elle a perdu même les petites choses qui la faisaient se sentir elle-même. Jouets, photos, souvenirs disparus. L'affection était rare, voire inexistante. Entourée d'autres filles, Tina se sentait plus seule que jamais. Elle regrettait l'amour, regrettait le confort, regrettait que quelqu'un dise « tu comptes ». Les dimanches étaient des jours de visite. C'est à ce moment-là que les familles des autres filles venaient. Elles apportaient des câlins, des collations et des nouvelles de la maison. Mais la plupart des dimanches, Tina s'asseyait à attendre. Sa mère et son père se montraient rarement. Elle regardait la pièce se remplir de joie, puis se vider, la laissant derrière elle encore et encore. Le silence après le départ du dernier visiteur est devenu familier. Cette douleur ne l'a jamais quittée. Quand Tina Louise était au lycée, quelque chose de petit s'est produit qui a fini par changer toute sa vie. Elle s'était assise cours d'art dramatique lorsque son professeur lui a demandé quel était son nom complet. Elle a répondu « Tina Blacker ». Le professeur lui a demandé si elle avait un deuxième prénom. Elle n'avait pas. Alors, sur le champ, le professeur lui a suggéré un. Chunk 3. Louise. Juste comme ça. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas une grande décision, mais Tina a aimé le nom immédiatement. Il paraissait élégant. Il lui ressemblait. À partir de ce jour, elle a commencé à l'utiliser, pas seulement à l'école, mais partout. Au fil du temps, Louise est devenue plus qu'un simple deuxième prénom.
C'est devenu son nom de scène. Finalement, il a complètement remplacé Blacker. Et le plus drôle, c'est qu'il ne venait pas d'un agent ou d'une équipe de relations publiques. Il venait d'un moment anodin dans une salle de classe. La carrière de Tina Louise n'a pas commencé sur une scène ou devant une caméra de cinéma. Elle a commencé quand elle avait seulement 2 ans. Son père possédait un magasin de bonbons et elle est apparue dans une publicité pour celui-ci. C'était son premier avant-goût des projecteurs. Sa mère avait également été mannequin. Alors Tina a grandi entourée de ce monde. Elle a regardé, appris et suivi ses traçats. Adolescente, elle a commencé à faire des travaux de mannequinat. Certaines des photos étaient considérées comme assez audacieuses à l'époque. Des photos de style pin-up qui mettaient en valeur sa beauté et sa confiance. C'était les années 1950, une époque où de telles photos pouvaient encore susciter la controverse. Mais Tina n'a pas reculé. Elle a utilisé son apparence et sa présence pour se démarquer. Ses contrats de mannequin lui ont donné de l'argent, oui, mais plus important encore, ils lui ont appris à poser, à éclairer une photo et à se connecter avec la caméra. Toutes ces compétences, elle les a transportées dans sa carrière d'actrice. Mais Tina n'était pas juste un autre joli visage courant après la gloire. Elle voulait être bonne, vraiment bonne tant qu'actrice. Alors, elle est allée là où allaient les acteurs sérieux. Chunk 4. Tout d'abord, elle a étudié avec Sanford Meisner au Neighborhood Playhouse. Meisner a appris aux acteurs à réagir honnêtement et sur le moment. Il ne voulait pas de fausses émotions. Il voulait la vérité. Tina a pris cela à cœur. Puis, elle est allée encore plus loin. Elle est allée à l'Actors Studio et s'est entraînée avec Lee Strasberg, l'homme derrière la méthode de l'Actors Studio. La méthode de Strasberg était différente. Il demandait aux acteurs de fouiller profondément dans leurs propres souvenirs et sentiments. C'était intense. C'était brut, mais ça l'a marché. Ses élèves comprenaient des légendes comme Marlon Brando et James Dean. Tina voulait être vue sous le même jour. Pas seulement glamour, mais talentueuse. 1956, encore adolescente, Tina a décroché son premier rôle majeur dans la comédie musicale Lil Abner. Le spectacle a débuté le 15 novembre et a duré 693 représentations solides. Une course impressionnante qui lui a donné une véritable visibilité. Elle a joué un personnage flamboyant appelé Appassionata von Climax. C'était une grande opportunité et elle partageait son vestiaire avec une autre actrice, faisant également ses débuts à Broadway. Mais Tina n'était pas nouvelle sur scène. Des années plus tôt, elle y était apparue dans Two's Company, une revue musicale de Bette Davis, 1952. Elle a également eu des rôles dans John Murray Anderson's Almanac et Will Success Spoil Rock Hunter? Pourtant, Lil Abner est celui qui a attiré l'attention d'Hollywood. Les critiques élogieuses ont ouvert la porte à des offres de films et ont donné une nouvelle direction à sa carrière. 2 ans plus tard, 1958, Tina a fait ses débuts à Hollywood et c'était explosif. Elle a joué Griselda dans God's Little Hooker, réalisé par Anthony Mann. Ce n'était pas juste un film, c'était un moment phare au Festival du film de Venise. Le rôle lui a valu le Golden Globe de la nouvelle star de l'année. Ce genre de reconnaissance n'est pas facile, surtout pour des débuts. Columbia Pictures savait qu'elle avait du potentiel de star. Pour améliorer son image, ils ont organisé des séances photos pour Playboy mai 1958 et avril 1959. Chunk 5. Tina est également apparue dans plusieurs magazines de pin-up, Adam, Sir, Modern Man et même dans le catalogue Fredericks of Hollywood de 1958. Contrairement à de nombreuses actrices de l'époque, elle a équilibré des rôles de films sérieux avec du travail de mannequin. Cela l'a aidée à plaire à la fois aux critiques et au public. Même avec le succès à Hollywood, Tina n'a jamais tourné le dos à Broadway. 1964, elle est revenue sur scène, cette fois face à Carol Burnett dans Fade Out, Fade In. Il a débuté le 26 mai au Mark Hellinger Theatre et a duré jusqu'au 17 avril 1965, avec 271 représentations.
Tina a joué Gloria Curie dans une comédie musicale écrite par Betty Comden et Adolph Green avec la musique de Joel Stein. Jack Cassidy a joué Byron Prong et a obtenu une nomination aux Tony Awards pour son rôle. Mais, à mi-chemin de la course, Tina a pris une décision audacieuse. Elle a quitté la série pour jouer Ginger Grant dans Gilligan's Island. À l'époque, de nombreux acteurs sérieux évitaient la télévision, pensant que c'était dessous d'eux. Mais Tina a vu le potentiel. La série a été lancée en 1964 et est devenue une pierre angulaire culturelle. Cette décision a montré à quel point son instinct était aiguisé. Elle ne s'est pas limitée à un seul type de rôle non plus. Après God's Little Acre, elle s'est lancée dans des œuvres plus sombres comme le film noir de 1959 The Trap avec Richard Widmark. La même année, elle est apparue dans 2 westerns. The Hangman avec Robert Taylor, réalisé par Michael Curtis, et Day of the Outlaw avec Robert Ryan. Puis vint une surprise. Elle est allée Italie. La plupart des actrices américaines ne faisaient pas cela. Mais Tina a joué dans The Siege of Syracuse 1960 face à Rossano Bradi et Silva Coscina, un film historique sur le siège romain pendant la Deuxième Guerre punique. Elle a joué Sappho dans The Warrior Empress et a même assumé 3 rôles dans le siège de Syracuse. Elle aurait pu faire la version cinématographique de Lil Abner ou prendre un rôle dans Operation Petticoat, mais elle a renoncé aux 2 pour travailler Europe. Elle voulait de la profondeur, pas seulement la gloire. Lorsque Tina Louise a été choisie pour le rôle de Ginger Grant dans Gilligan's Island 1964, elle n'était pas qu'une étoile montante. Elle avait déjà remporté un Golden Globe pour God's Little Acre 1958 et avait gagné le respect à Broadway. Alors, lorsqu'elle a accepté le rôle de la star de cinéma glamour bloquée sur une île déserte, elle s'attendait à ce que ce soit quelque chose de spécial, et ce n'était tout simplement pas de la façon dont elle l'espérait. La série elle-même n'a pas commencé comme un énorme succès. Elle n'a duré que 3 saisons de 1964 à 1967 et n'était pas un monstre d'audience lors de sa diffusion originale. Chunk 6. Mais une fois qu'elle a atteint la syndication, tout a changé. La série a décollé. Les enfants la regardaient après l'école. Les familles la regardaient au dîner. Elle a été diffusée dans plus de 30 pays. Le visage de Tina Louise était partout. Sur les boîtes mail à lunch, dans les bandes dessinées, même sur les produits dérivés des décennies plus tard. Ginger Grant n'était plus seulement un personnage. Elle s'était devenue la bombe hollywoodienne. Et Tina était devenue son visage. Mais la gloire avait un prix. On avait promis à Tina un rôle intelligent et multidimensionnel, un mélange de l'humour de Lucille Ball et de l'attrait de Marilyn Monroe. C'est ce qui l'a convaincue de quitter une série à succès à Broadway et de s'inscrire à une comédie idiote sur une île. Mais lorsqu'elle est arrivée sur le plateau, le scénario avait changé. Au lieu d'une femme complexe, Ginger n'était plus qu'une blague, une beauté vaine et unidimensionnelle dont le travail consistait à balancer ses hanches et à lancer des répliques superficielles. Tina était furieuse. Elle a dit que la nouvelle version de Ginger était ridicule et a dit aux dirigeants de CBS qu'elle ne s'était pas inscrite pour ça. Ce n'était pas seulement de la fierté personnelle. Tina croyait qu'Hollywood avait une habitude. Prenez une belle femme et enfermez-la dans une boîte. Rendez-la stupide, rendez-la sexy, ne la laissez pas être humaine. C'est ainsi qu'elle sentait que Ginger avait été réécrite, et ce sentiment ne l'a jamais quittée. Au fur et à mesure que la série avançait, sa frustration s'est transformée en quelque chose de plus sérieux. Elle s'est constamment heurtée aux producteurs. Elle voulait plus de temps d'écran. Elle voulait de meilleures répliques. Elle voulait la version de Ginger qu'on lui avait promise, mais les producteurs avaient d'autres idées. Chunk 7, elle a même refusé de faire certaines scènes. Une fois, elle s'est enfermée dans sa loge et n'est pas sortie avant que Sherwood Schwartz, le créateur de la série, ne la fasse redescendre personnellement. Il a dit qu'elle avait l'habitude de qualifier les scènes de ridicules et refusait simplement de les faire. Et ce n'étaient pas seulement les écrivains et les producteurs dont elle s'est éloignée.
Des rumeurs circulaient selon lesquelles elle parlait rarement à ses co-stars hors caméra et restait à l'écart entre les prises. Pourtant, Tina est restée professionnelle quand ça comptait. Elle a assuré. Peu importe à quel point elle détestait la direction que la série avait prise, sa performance a rendu Ginger inoubliable. Et même si elle a apporté du drame dans les coulisses, cela ne s'est jamais vu lorsque les caméras tournaient. Lorsque Gilligan's Island a été annulée, elle ne s'est pas estompée. Elle a explosé dans la syndication. Il y a eu des émissions spéciales de retrouvailles, des retombées animées et des films faits pour la télévision à travers les années 70 et 80. Mais Tina Louise ne voulait rien avoir à faire avec eux. Elle était le seul membre de la distribution à avoir refusé de revenir. Les producteurs ont dû la remplacer par l'actrice Judith Baldwin dans les films de retrouvailles. C'est à quel point son ressentiment était profond. Elle sentait que la série l'avait si mal stéréotypée que cela avait ruiné ses chances de faire du travail dramatique sérieux. Même des années plus tard, elle croyait que cela avait nui à sa carrière. Sherwood Schwartz lui-même a admis que Tina se sentait piégée par l'héritage de la série. Il a dit qu'elle était colère contre la série et croyait qu'elle l'avait coincée dans un stéréotype. Elle ne voulait plus être Ginger Grant. Pas à la télévision, pas dans les interviews, pas dans la vraie vie. Elle a évité les retrouvailles. Elle a sauté la nostalgie. Et quand elle s'est présentée à la rare émission de discussion ou spéciale, c'était seulement brièvement pour elle. Gilligan's Island n'était pas un souvenir heureux, c'était un avertissement. Lorsque Dawn Wells est décédée 2020, Tina Louise est devenue la dernière membre survivante de la distribution originale. Le dernier lien avec une série qui l'avait rendue célèbre et l'avait frustrée à parts égales. On lui avait autrefois promis un rôle complexe. Au lieu de cela, elle est devenue un symbole. Chunk, 8. Et peu importe à quel point elle s'est enfuie de Ginger Grant, Lil l'a suivie partout. Après la fin de Gilligan's Island 1967, Tina Louise était coincée. Elle s'était entraînée à l'Actors Studio et avait été louée tôt pour des rôles si sérieux comme dans God's Little Cur 1958. Mais rien de tout cela n'avait plus d'importance. Pour Hollywood, elle était Ginger Grant, la star de cinéma glamour bloquée sur une île tropicale. Le rôle l'a rendue célèbre, mais il l'a aussi piégée. Les agents de casting ne pouvaient plus la voir comme autre chose. Ils se fichaient tête de son talent. Ils ne voyaient que la perruque, le rouge à lèvres rouges et les talons hauts. Cela l'a profondément frustrée. L'idée originale de Ginger était un clone de Marilyn Monroe. Mais au fur et à mesure que la série évoluait, le personnage aussi. Les écrivains lui ont donné plus de profondeur et Tina s'est penchée là-dessus. Pourtant, personne ne lui a donné de crédit. Les producteurs l'ont écartée. Elle a refusé de revenir pour les 3 films de retrouvailles. Des rumeurs se sont répandues, surtout sur les tensions avec son co-star Bob Denver. Finalement, 5 autres actrices ont joué Ginger dans des retombées et des émissions spéciales. Le rôle qui lui a apporté la gloire a également gelé sa carrière. C'était le coup brutal de la célébrité à la télévision dans les années 60. Mais Tina n'a pas abandonné. Elle s'est battue pour prouver qu'elle était plus que Ginger. 1968, elle a joué dans The Wrecking Crew, une parodie d'espionnage avec Dean Martin. Sharon Tate était également dedans. C'était l'un de ses derniers films. Puis vint The Happy Ending 1969, où Tina a joué une femme piégée dans l'ennui de la banlieue. C'était une histoire sérieuse sur des femmes au foyer malheureuses, pas une comédie. 1975, elle est apparue dans The Stepford Wives. Le film est devenu emblématique. Son rôle, tant que l'une des épouses soumises robotiques, était obsédant et les critiques l'ont remarqué. Chunk 9. C'était un moment fort pour elle. Même dans les années 1980 et 90, Tina est restée active. Elle a joué dans Ocean Sticks de Robert Altman, 1987, et a joué face à un jeune Brad Pitt dans Johnny Suede, 1992. Ce n'étaient pas des blockbusters, mais ils ont montré son courage. Elle a choisi des projets indépendants audacieux, alors que beaucoup l'avaient rayée de la carte.
Elle est également revenue à la télévision. 1978, elle a rejoint Dallas tant que Julie Gray, la secrétaire qui avait une liaison secrète avec J.R. Ewing. Cela ne s'est pas bien terminé pour son personnage, mais cela a montré que Tina pouvait gérer le drame. Elle n'était pas seulement une beauté de sitcom. Elle s'est également attaquée à des téléfilms difficiles. Dans Nightmare in Badham County, 1976, elle a joué une matrone de prison brutale. Dans Look What's Happened to Rosemary's Baby, elle s'est lancée dans l'horreur. Elle a été guest star dans des séries comme Bonanza, It Takes a Thief et Ironside. 1990, elle est même apparue dans Married with Children, se moquant de son image. Tina ne faisait pas que survivre à Hollywood. Elle évoluait. Sa vie personnelle a eu ses propres hauts et bas. 1966, elle a épousé Lee Kraan. C'était une personnalité audacieuse de la radio et de la télévision, célèbre pour ses interviews incisives. C'était un couple très médiatisé. 1970, ils ont eu une fille, Caprice. 1 an plus tard, ils ont divorcé. 1969, ils ont joué un couple marié fictif dans Love American Style, un mélange étrange de vie réelle et de télévision. Tina a avoué plus tard qu'il était difficile de jongler avec la maternité et une carrière, surtout tant que parent seul, mais elle n'a jamais cessé d'essayer. Caprice Crane a grandi pour devenir romancière et productrice de MTV. Son premier livre, Stupid and Contagious, est sorti 2006. Elle l'a dédié à sa mère. Ce geste disait tout. Tina a peut-être eu des difficultés amour, mais elle a donné à sa fille le soutien qu'elle n'avait jamais connu. Chunk, 10. Des années après avoir divorcé de Lee Kraan, Tina s'est remariée, cette fois avec le producteur de films Craig S. Baumgarten, 1978. Il a travaillé sur des films comme Hook et Shattered. Mais 1991, ce mariage s'est également terminé. C'était un autre chapitre douloureux, mais Tina est restée concentrée sur sa fille, son travail et, finalement, ses efforts discrets pour redonner. Elle parlait rarement de sa douleur, mais dans des interviews, elle s'est ouverte sur son enfance. Elle a dit qu'il n'y avait pas d'affection, pas de chaleur. Elle a grandi se sentant mal aimée. Cette absence a façonné sa vie. Elle a dit un jour « Personne ne m'a jamais fait la lecture ». C'est pourquoi elle a rejoint Learning Leaders, un groupe de bénévoles qui lisent à des enfants défavorisés à New York. Elle l'a fait pendant 30 ans. Chaque semaine, elle lisait à des enfants qui avaient besoin de ce qu'elle n'avait jamais eu. Après des décennies à Hollywood, Tina Louise s'est discrètement retirée des projecteurs. Mais au lieu de s'éteindre, elle a tourné son énergie vers quelque chose que la plupart des stars n'ont jamais envisagé, redonner. Depuis le début des années 1990, elle a passé plus de 30 ans à faire du bénévolat tant que tutrice lecture auprès de Learning Leaders à New York. Ce n'était pas une apparition caritative rapide ou une séance photo. Tina s'est présentée semaine après semaine, année après année, aidant les enfants des communautés difficultés à apprendre à lire. Elle a travaillé avec des centaines d'élèves, non seulement leur enseignant des mots sur une page, mais leur donnant quelque chose qu'elle n'avait jamais eu grandissant. La confiance. Son dévouement n'est pas passé inaperçu. L'organisme à but non lucratif et les médias locaux l'ont félicité encore et encore. Elle a utilisé son nom pour collecter des fonds, se joindre à des campagnes publiques et faire pression pour des programmes d'alphabétisation plus solides dans la ville. Pour Tina, ce n'était pas seulement du bénévolat, c'était une guérison. Sa propre enfance avait été remplie de négligence émotionnelle. Elle a dit un jour qu'elle savait ce que c'était de grandir sans soutien. Elle est donc devenue ce soutien pour les autres. L'écriture est devenue une autre échappatoire. Chunk 11, 2010, 2010, elle a publié un livre profondément personnel intitulé Sunday, un mémoire. C'était brut et honnête. Elle s'est ouverte sur la douleur d'avoir grandi sans amour ni conseil. Le livre a fait des vagues. Les gens ne s'attendaient pas à un tel niveau de vulnérabilité de la part de quelqu'un qu'ils ne connaissaient que comme Ginger de Gilligan's Island. Mais Tina ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est tournée vers les livres pour enfants.
publiant When I Grow Up 2013 de 2013 qui encourageait les enfants à voir grand. Puis, 2015, elle a publié What Does a Bee Do? Qui mélangeait la narration à des leçons environnementales sur l'importance des abeilles. Les deux livres reflétaient son engagement à façonner les jeunes esprits, non pas avec le glamour, mais avec la sagesse et le soin. L'art est également devenu une partie de sa vie. À la fin des années 2000 et au début des années 2010, les peintures de Tina ont été exposées dans des galeries new-yorkaises comme la Chelsea Art Gallery et la Soho Contemporary. Son travail explorait la nature, l'émotion et le changement personnel. Les critiques ont vu des sentiments profonds dans ses coups de pinceau. Certaines pièces étaient abstraites, d'autres plus littérales, mais toutes provenaient d'un lieu de vérité. Bon nombre de ses peintures ont fini dans des ventes aux enchères caritatives. Grâce à l'art, elle a trouvé une autre façon de parler, d'exprimer et de donner. Même si elle s'est éloignée de la célébrité, le jeu n'a jamais complètement quitté sa vie. Après Gilligan's Island, elle a refusé d'être enfermée dans un seul rôle. Elle a joué une toxicomane dans un épisode réaliste de Kojak 1974, puis une gardienne de prison cruelle dans le film Nightmare in Badham County de 1976. Des années plus tard, 1991, elle a joué aux côtés d'un jeune Brad Pitt dans Johnny Suede, un film indépendant qui a ensuite remporté le Léopard d'or dans un festival suisse. Incroyablement, elle est revenue à l'écran 2014 avec le film d'horreur Late Phases et à nouveau dans Tapestry 2019, un drame spirituel. Elle avait 85 ans à l'époque, choisissant toujours des rôles audacieux et stimulants qui défiaient les idées d'Hollywood sur le vieillissement. Aujourd'hui, Tina Louise détient un titre étrange et doux amer. Elle est la dernière membre survivante de la distribution principale de Gilligan's Island. Ses 6 co-stars sont décédés, y compris Dawn Wells, décédée 2020 des suites de complications liées à la COVID. Tina a parlé à quelques reprises. Elle a dit un jour que les rumeurs selon lesquelles elle n'aimait pas le rôle de Ginger étaient peu fausses. « J'aimais vraiment mon personnage », a-t-elle dit. Et même maintenant, elle reçoit des lettres de fans qui disent que la série leur a apporté de la joie pendant les moments difficiles, particuliers pendant la pandémie. Chunks, ça c'est ça. Ce genre d'héritage est rare, mais la vie n'a pas été facile. Tina a connu son lot de pertes. Elle a parlé ouvertement de la dépression, de la lutte pour vieillir sous les yeux du public et du chagrin d'avoir perdu son chien, Rosie. Cette perte l'a durement touchée. Rosie n'était pas qu'un animal de compagnie, elle était une famille. L'ouverture de Tina sur ces luttes est inhabituelle pour quelqu'un de sa génération d'Hollywood, où les stars étaient censées être parfaites. Mais elle a choisi la vérité plutôt que l'image. C'est ce qui l'a rendue attachante. Maintenant, dans sa 90e année, Tina Louise mène une vie paisible à New York, loin des projecteurs qui la définissaient autrefois. Dernière membre survivante de la distribution de Gilligan's Island, elle a embrassé un nouveau chapitre axé sur sa santé, sa famille et la peinture. C'est une existence tranquille, mais sa créativité est restée au premier plan. Elle passe des heures dans son atelier d'art et ses peintures ont même été exposées dans des galeries locales. Tina aime toujours jouer, acceptant des rôles sélectionnés qui lui parlent, montrant que son esprit artistique est aussi fort que jamais. Malgré ces années, elle a réussi à se réinventer, passant d'une icône de la télévision des années 1960 à une artiste respectée et une matriarche familiale. Une transformation rare dans le monde du divertissement. Comme le soulignent les articles récents de 2023, sa vie quotidienne est simple mais disciplinée. Les promenades matinales de Tina font partie de sa routine depuis des décennies. C'est un moment de réflexion et de connexion avec son environnement qui maintient son esprit vif et son corps fort. Son régime alimentaire reflète cet engagement envers la santé, se concentrant sur les légumes frais, les protéines maigres et les grains entiers, tout évitant les aliments transformés et les sucres. Elle ne vise pas seulement la longévité, mais une qualité de vie élevée,
restant active, âgée et surtout profondément connectée à sa famille. Son lien avec sa fille, Caprice, est particulièrement étroit. Elles se parlent souvent et Tina chérit le temps passé avec ses petits-enfants, trouvant de la joie dans ces moments de famille tranquille. Des interviews de 2023 et 2024 brossent le portrait d'une femme qui accorde la priorité à la santé et à l'amour par-dessus tout. Un départ rafraîchissant des stéréotypes hollywoodiens sur le vieillissement. Regardant sa vie, Tina réfléchit aux leçons qu'elle a apprises. Elle est sincère au sujet des difficultés auxquelles elle a été confrontée tant dans sa carrière que dans sa vie personnelle. Mais c'est son approche de la vie qui était vraiment inspirante. Tina souligne l'importance d'être présente, de vivre dans le moment présent. Elle trouve le bonheur dans les plus petits gestes, une promenade, une séance de peinture ou le partage d'un repas avec ses proches. Ces moments, dit-elle, sont ce qui compte le plus, bien au-delà de toute gloire ou reconnaissance. Ces paroles partagées dans des interviews et des essais de 2022 à 2024 portent un message de gratitude et de résilience, nous rappelant à tous que l'épanouissement réside souvent dans les choses simples du quotidien. Chunk 1.13. L'héritage de Tina s'étend également au-delà de ses rôles d'actrice. Tant que personne qui a été confrontée au défi du stéréotypage, particulier dans son rôle emblématique de Ginger Grant dans Gilligan's Island, elle encourage les autres à poursuivre leur passion sans être définie par la perception du public ou les attentes de l'industrie. Sa carrière, remplie à la fois de rôles célèbres et de la lutte pour se libérer, reflète son message d'autonomisation. Dans des conférences et des interviews au cours des dernières années, elle a exhorté les créatifs herbes à se concentrer sur la croissance personnelle et à rester fidèles à eux-mêmes plutôt que de rechercher la validation des autres.